Une fois qu'on a vu toutes ces morbidités un peu accumulées, la question qu'on se pose, c'est y a-t-il une atteinte, un impact sur la qualité de vie de l'enfant? Une question qui vient dès la période anténatale pour ces familles. Et au sein de la littérature, globalement, il y a plusieurs études qui sont vraiment discordantes, à tel point qu'il y a même des revues systématiques qui sont discordantes. Et donc ça, c'est une étude que l'on a fait, qu'on a publiée cette année, issue du registre Epicard, et qui montre globalement en fait que oui, la réponse est en effet les enfants nés avec une malformation cardiaque rapportent des scores de qualité de vie moins importants que le groupe témoin. Et donc ça, c'est ce qui correspond à la taille de l'effet. On voit que la taille de l'effet est modérée et qui correspond surtout aux enfants qui ont été opérés. Et ce qui est extrêmement important dans ces scores de qualité de vie, c'est de voir que le score de qualité de vie qui est le plus impacté, en fait, est le score psychosocial. Comme vous le savez, dans les scores de qualité de vie, on a deux points, le score psychosocial et le score physique. Et ici, en fait, il s'agit de la qualité de vie rapportée par l'enfant lui-même, donc un enfant qui a 8 ans, et vous voyez que, globalement, même s'ils décrivent un moins bon score sur le plan physique, eh bien, ce qui prédomine, c'est le score psychosocial. Et même pour les enfants qui ont une cardiopathie univentriculaire palliée. Et pour leurs parents, quelle est donc la qualité de vie à travers les yeux de leurs parents? Eh bien, vous voyez que la qualité de vie de leurs enfants est également déclarée comme moins bonne pour leurs parents, et toujours de la même manière, avec une prédominance du domaine psychosocial pour ces parents, bien que les parents rapportent également un impact au niveau de la qualité de vie sur le plan physique, notamment comme on l'attend bien pour les cœurs réparés de manière palliative. Et donc, une fois qu'on fait le constat qu'il y a probablement, en tout cas, des moins bons scores de qualité de vie, pas forcément une altération de la qualité de vie, mais en tout cas de moins bons scores, ce qu'il faut essayer d'établir, c'est le lien de causalité. Est-ce qu'il y a réellement un impact des troubles neurodéveloppementaux sur la qualité de vie? Et cette étude qui a été publiée il y a maintenant 20 ans sur une cohorte d'enfants avec une transposition des gros vaisseaux âgés de 8 ans montre bien que sur le domaine psychosocial, eh bien, le fait d'avoir un moins bon score de QI, le fait d'avoir de moins bonnes performances neuropsychologiques et le fait aussi d'avoir un taux d'échec scolaire un peu plus important, eh bien, est nettement et très fortement corrélé à des moins bons scores de qualité de vie psychosociale. Et de la même manière, ce qui est important d'établir, c'est que donc, soit il y a probablement un effet des atteintes neurodéveloppementales, mais probablement pas que. Et donc, dans cette étude qui correspond à des enfants opérés en période néonatale et qui sont désormais adolescents, ce que l'on constate, c'est qu'en effet, toujours les atteintes neurodéveloppementales vont être associées à une altération de la qualité de vie, mais également le stress des parents et également un état de stress post-traumatique déclaré par les enfants, comme l'a déjà bien évoqué Johanna. Donc, on arrive à comprendre qu'il y a probablement une sorte de melting pot d'agents qui vont influencer en fait cette qualité de vie. Et puis, une des hypothèses de cet auteur était que probablement, étant donné que les enfants avec des cardiopathies sévères présentaient des atteintes des fonctions exécutives de manière prépondérante, est-ce que l'effet que l'on observait entre l'association entre la cardiopathie congénitale et une altération de la qualité de vie psychosociale pouvait passer justement par des troubles des fonctions exécutives. Et c'est ce qu'elle a bien démontré dans cette étude en montrant que près de 60% de la variance expliquée de l'effet, donc passé par l'atteinte des fonctions exécutives, donc qui confirme bien cette potentielle causalité entre les répercussions des atteintes neurodéveloppementales sur la qualité de vie. Et enfin, pour terminer, je voulais vous montrer cette illustration de Marino qui, je trouve, montre bien cette idée de se dire qu'une fois que les enfants ont eu leur parcours de soins et ils vont avoir certaines morbidités, donc des morbidités certes neurodéveloppementales, peut-être psychosociales, comme on l'a vu lors de la dernière session, probablement des familles qui sont issues d'un faible niveau social et économique. Certains vont avoir peut-être des répercussions physiques, des répercussions scolaires, comme on l'a vu, peut-être des répercussions sur les troubles avec des atteintes comportementales, et tous ces facteurs-là, potentiellement influençant donc la qualité de vie. Je vous remercie. Bien. Merci beaucoup à tous les deux.
Comment? Oui. Est-ce que vous avez des questions pour cette première partie? Bertrand, oui. Question ou des observations. C'est très intéressant de voir que dans un parcours de soins, alors même que les enfants vont souvent très bien, parce qu'on les a très bien traités, qu'on s'en est bien occupé et que finalement, sur le plan médical, il n'y a pas de problème, on voit qu'au moment où nous, on les lâche, en leur disant « tout va bien », ben, ça ne va pas. Et ce que vous montriez tout à l'heure, c'est qu'il y a finalement 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois après la prise en charge, on se rend compte qu'il y a des dégâts qui sont considérables, qui sont faits. Et c'est le moment précisément où nous, on met de la distance parce qu'on ne les a plus, on ne les voit plus, et on leur dit tout va bien, mais pour eux, ça ne va pas. Et je crois qu'on ne fait pas très bien notre boulot à ce moment-là. On est faussement rassurant, mais eux, ils n'ont pas envie qu'on leur dise tout va bien. Ils ont envie qu'on continue à les accompagner, et je pense qu'on est... là, on pêche vraiment. Je pense en tout cas, moi, c'est l'expérience personnelle. Après, chacun le fait. Et c'est quelque chose, je pense qu'on oublie. On oublie de demander aux gens comment ça va. Comment allez-vous, mais très sincèrement, c'est-à-dire d'aller au fond des choses. C'est-à-dire comment allez-vous, comment vous vivez actuellement les choses. Donc, je trouve que c'est très intéressant de voir que c'était un ressenti, mais c'est vrai, quoi. Il y a un vrai, il y a des problèmes en décalage, quoi, avec la prise en charge, alors même que nous, on met le lien se distend. Est-ce que je peux compléter la question de Bertrand? C'est-à-dire que pour éventuellement la transformer en question, c'est-à-dire que est-ce que, sans dévoiler ce que vous allez dire après sur la thérapie, est-ce que le fait d'être, je dirais, dans un environnement très médicalisé, avec un rythme soutenu depuis la période périnatale, est-ce que c'est quelque chose qui a été observé comme étant, je dirais, préventif de l'émergence de ces problèmes psychiatriques, que ce soit chez l'enfant ou chez l'enfant à l'adolescence, je pense qu'on peut comprendre ça intuitivement, mais chez les parents, comme le suggère Bertrand, c'est-à-dire que la période critique étant en fait une sorte de période d'abandon, parce que nous, on dit, bon, ben, le job, il est derrière nous. Est-ce que vous avez remarqué ça, ou est-ce qu'il y a des informations là-dessus, ou est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire différemment? Je pense, si je peux me permettre, Damien, pour cette question, je pense que ce n'est pas tellement le fait que ce soit un suivi très médicalisé ou très extrêmement suivi derrière, mais c'est plus la disponibilité des ressources en fait, qu'on met en place pour la famille au moment de la séparation avec les soins cardiologiques, par exemple, enfin, en tout cas au début. Donc, ce n'est pas tellement de médicaliser la relation, je pense. Il s'agit vraiment de pouvoir adresser tout simplement les familles à des bonnes ressources pour qu'ils soient soutenus par le biais de ces réseaux qui sont spécialisés en santé mentale. Je pense que c'est ça qui a donné les résultats les plus, pour l'instant en tout cas, les plus convaincants en termes d'amélioration, en tout cas de diminution de stress parental dans le cadre des cardiopathies. Pour les enfants, on va montrer, on n'a pas énormément de preuves. Le niveau des preuves est un petit peu moins bon, on va dire. On manque beaucoup de recul et d'études. Donc, voilà, pour ça, je pense que la réponse pour l'instant, c'est je ne sais pas. Mais en tout cas, pour l'accompagnement des parents, oui, il faut cette disponibilité des ressources. Voilà, ce n'est pas tellement la médicalisation, mais le fait d'être là, tout simplement, écouter les parents et pouvoir les adresser au bon service. Alors, comme on l'a vu la semaine dernière, il semble, en tout cas dans ce que tu as montré, qu'il y ait une population qui soit plus à risque. Et comme les ressources sont limitées, est-ce que tu penses que dans ces populations plus à risque, pour les cardiopathies les plus complexes,
ou pour celles qui sont plus défavorisées sur le plan socio-économique, et donc plus un risque de troubles neurodéveloppementaux qui, si j'ai bien compris, sont un proxy de ces problèmes psychiatriques. Est-ce que pour celles-là, on devrait avoir une attitude préventive? Justement, absolument. Il semble qu'il y ait une période relativement critique, Absolument. en tout cas quand l'enfant est encore un nourrisson. Et si vous allez en parler, mais si vous allez en parler. Oui, ce que tu dis, c'est vraiment la stratification du risque a déjà été faite. Je pense qu'on sait très bien, en tout cas dans la généralité, qui est à plus haut risque neurologique et qui est à plus haut risque au niveau psychiatrique. Et donc, il faut effectivement ces mesures préventives. Donc, il ne s'agit pas encore une fois, de rentrer la famille ou l'enfant dans un circuit extrêmement contraignant, mais en tout cas de pouvoir donner la possibilité à tous les enfants qui sont à risque de pouvoir bénéficier d'un dépistage. Ça, c'est, on va dire, l'idéal. Bien sûr, il y a la question de la disponibilité des ressources. Donc, il faudrait voir un petit peu quel arbre décisionnel on fait, quel type de stratification on prend en compte. Mais oui, dans l'idée, il faut absolument pouvoir ajouter cet aspect préventif. Et, encore une fois, c'est une question naïve, mais toujours pour poursuivre sur ce que dit Bertrand, est-ce que il y a, lors de la consultation de cardiologie, parce que c'est quand même cette consultation-là qui est la consultation la plus fréquente et probablement la principale, au moins pour les parents, qui considèrent jusqu'à cette fin de la première année cardiologue comme le référent pour quasiment la totalité des problèmes de leur enfant. Est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous alerter? Alors pour les enfants, je pense qu'on en a discuté pas mal la semaine dernière, mais est-ce que les parents, il y a des choses qui, soit qu'on devrait faire, mais ça, je pense qu'on devrait l'apprendre, mais des choses qui pourraient nous faire tiquer pour nous dire, bah, tiens, en plus du risque lié à la cardiopathie de l'enfant, cette famille est plus en danger qu'une autre. Oui, tout à fait. Alors, il y a l'observation clinique, mais c'est vrai que, bon, après, c'est en fonction de la formation de professionnels par rapport à la santé mentale, à identifier un certain nombre de symptômes. Je pense que vous avez votre travail en termes cardiologiques et c'est parfois compliqué de pouvoir vraiment faire un inventaire de symptômes psychologiques des patients. Mais dans l'idéal, ce qui pourrait fonctionner, c'est déjà être à l'écoute de comment les ressentis des parents en consultation, mais d'avoir des outils qui vont objectiver ces types de problèmes. Donc, typiquement, des questionnaires, par exemple, pour les parents des santé mentale, au niveau du stress, qui pourraient être donnés avant ou peut-être après la consultation. Ce n'est pas forcément à vous de tout identifier lors de la consultation cardiologique. C'est peut-être même pas forcément le moment de poser des questions de ce type-là, puisque les parents sont très focalisés sur le soin du bébé et de l'enfant. Mais en tout cas, de pouvoir faire le lien avec quelqu'un, un personnel spécialisé en santé mentale, qui pourrait déterminer si ces familles sont à risque et s'il faut les référer à un niveau supérieur. Après, si je peux me permettre, parce que du coup, je suis la psychologue du service, ça va aussi dépendre de la façon dont les parents vont pouvoir se saisir de cette proposition-là. Admettons qu'on objective un niveau de dépression et d'anxiété important. Parfois, on a des familles qui sont culturellement pas du tout initiées à la culture, on va dire, à l'aide psychologique et au travail psychothérapeutique qui peut être fait derrière. Et là, c'est déjà un blocage supplémentaire. Complètement. C'est sûr qu'il y aura beaucoup de disparités, il y aura beaucoup de variabilité dans cet accès aux soins et dans la volonté tout simplement des parents de pouvoir accéder à ça. Je pense que la seule chose qu'on peut faire en tant que, pour vous en tant que soignant, c'est de pouvoir proposer ces services. Après, il y a des adaptations à faire en fonction culturelle. Bon, il y a plein de façons peut-être de repenser ça si on suspecte que ça peut être un frein. Mais en tout cas,
je pense que partir d'une stratification de risque en fonction de ce qu'on connaît déjà dans la littérature, hein, de l'aspect scientifique, de qui est finalement à haut risque, et de voir un plan finalement de prise en charge, parce qu'il ne suffit pas de diagnostiquer ou de repérer ou de dépister. Il faut après pouvoir proposer à ces familles justement une prise en charge psychologique, psychiatrique éventuellement dans certains cas. Donc il y a toutes ces étapes finalement qui doivent être bien rodées, je pense, avant de systématiser un dépistage des santé mentale, notamment pour les parents, par exemple. Donc, des liens avec les services des pédopsychiatries, des psychiatries pour les services maternels, par exemple, ça pourrait être quelque chose de très important. Je rajoute juste une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas forcément que des interventions psychologiques, hein, bien évidemment, c'est extrêmement important, mais globalement, il y a beaucoup d'études, pas forcément chez les enfants avec une cardiopathie congénitale, chez des parents qui ont des enfants malades. Et en fait, pour sortir un peu de l'anxiété, de la dépression, etc., il faut aboutir à la résilience. Et globalement, ce qui est beaucoup montré, c'est que ces parents-là, ils n'arrivent pas à avoir de vent. Ils n'arrivent pas du tout à se projeter. Et par exemple, une intervention qui est vraiment bien et que de temps en temps qu'on arrive à voir entre les familles, c'est la famille de l'enfant avec la transposition des gros vaisseaux qui est en réanimation et la famille de l'enfant qui vient en consultation avec son enfant qui a 3 ans, 4 ans et où tout va bien. Et globalement, ces familles-là, ils arrivent à se dire, bon, il y a d'autres personnes qui sont exactement la même chose que moi, qui ont vécu exactement la même chose, et ils arrivent à se projeter. Et ça a été montré quand même potentiellement aidant, en fait, à aboutir plus rapidement à la résilience. En fait, vous l'avez dit tous les deux, ces familles, elles vivent un état de stress post-traumatique, et ça dure bien plus, je pense, que 18 mois. C'est fort probable. Bien plus long que ça, et quel que soit probablement le niveau de gravité. Ça, c'est ce qui ressort de l'étude de qualité de vie, où globalement, ce n'est pas selon le type de cardiopathie ou la complexité de la cardiopathie qu'on a montré que justement, il y avait des altérations de la qualité de vie. Et même les enfants qui étaient opérés en période néonatale, eux ne rapportent pas d'altération de leur qualité de vie, ils n'ont aucun souvenir. Mais leurs parents rapportent des qualités de vie pour leur enfant extrêmement altérées. Parce qu'en fait, ils sont dans la réminiscence de ce souvenir-là, qui impacte tout au long de leur vie. Et en fait, ce qui est intéressant dans cette étude-là, c'est que quand on fait le cut-off à 3 ans, donc logiquement à 3 ans, là où l'enfant commence à développer sa mémoire, eh bien, sur les interventions avant 3 ans, l'enfant n'a quasiment aucun impact. Et après 3 ans, lorsque l'enfant se rappelle de ce traumatisme-là, là, on voit qu'il y a un peu plus d'impact. Très bien. On va continuer avec les thérapies potentielles. Et donc, c'est encore vous deux, Neil et Johanna. Donc, c'est prévention et potentiel traitement. De la même manière, moi je vais commencer par tout ce qui est évoquer un peu toutes les thérapeutiques médicales potentielles et notamment évoquer tout ce que l'on a à l'heure d'aujourd'hui comme arsenal pour la neuroprotection. Et puis après, Johanna prendra la suite une fois que les atteintes neurodéveloppementales ont été posées comme diagnostic ou fortement suspectées. Quelles sont les solutions potentielles? Et donc, voici à peu près le schéma que l'on va suivre. Je vais d'abord vous évoquer les quelques thérapies que l'on a en prénatal, puis sur le plan au niveau autour du périopératoire, et puis au niveau du post-opératoire, aussi bien à l'hôpital. Et puis, Johanna reprendra la suite pour qu'est-ce qui se passe à la maison. Et donc, concernant les potentielles thérapies prénatales, bien évidemment, il y a l'hyperoxygénation maternelle. Je vous le rappelle, comme on l'avait bien évoqué la semaine dernière, je fais un bref rappel pour ceux qui n'étaient pas présents. Vous savez que le cerveau de l'enfant qui a une cardiopathie congénitale, il a été démontré qu'il y avait des lésions de dysmaturité cérébrale. Ces lésions-là qui sont le résultat en fait d'un cerveau qui se développe dans des mauvaises conditions, dans des conditions d'hypoxie chronique, qui sont bien représentées par exemple par la transposition des gros vaisseaux et par des conditions d'hypoxie et d'hypoperfusion qui sont bien représentées par le développement du cerveau de l'enfant avec une hypoplasie du ventricule gauche. Et donc ce qui a été déjà démontré, c'est que ces lésions cérébrales sont présentes dès le fœtus, avant toute chirurgie, et donc il s'agit de lésions plutôt assez ressemblantes aux lésions du prématuré, des lésions plutôt de substances blanches,
des lésions montrant une diminution des connectivités entre les dendrites, et puis potentiellement donc, un effet d'excitation-inhibition qui ne fonctionne pas bien, et donc c'est l'apparition plus tardive de ces atteintes neurodéveloppementales. Et donc, à partir du moment où on se dit que le premier ennemi à combattre, c'est l'hypoxie chronique, on se dit que potentiellement, il faut agir dès la période fœtale. Et donc, comme je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, cette étude qui est faite sur les cerveaux de fœtus avec une technique d'IRMT2 étoile qui représente globalement l'oxygénation cérébrale montre bien que le niveau d'oxygénation cérébrale chez les enfants avec transposition des gros vaisseaux et chez les enfants avec hypoplasie du ventricule gauche est nettement inférieur au groupe contrôle. Et donc, à partir du moment où on se fait ce constat, on se dit que si on met potentiellement de l'oxygène à ces mères, potentiellement, il va y avoir une augmentation de l'oxygénation cérébrale. Et donc, c'est ce qui est constaté, en tout cas, pour la transposition des gros vaisseaux, donc la ligne bleue, là, où on voit bien que l'oxygénation du cerveau de l'enfant avec une transposition des gros vaisseaux va être augmentée avec l'hyperoxygénation maternelle. Un effet qui est nettement plus décevant, on va dire, pour l'hypoplasie du ventricule gauche. Il y a tout de même un effet, mais où on n'atteint pas la significativité. Ce qui est important, et je vais vous en reparler tout à l'heure, c'est de savoir que cette étude a été faite uniquement au 3e trimestre de grossesse. Et donc, une fois que l'on essaie de combattre l'hypoxémie, on va essayer de combattre, entre guillemets, l'hypoperfusion cérébrale. Et donc, cette étude, dans la même logique, a évalué, en fait, l'index de pulsatilité de l'artère cérébrale moyenne pour voir s'il y avait justement un effet de l'hyperoxygénation maternelle sur la vasoconstriction, vasodilatation des artères cérébrales du fœtus. Et comme on peut le constater, on voit que l'effet est important et bien constaté chez la transposition des gros vaisseaux, un effet qui est quasiment similaire au groupe contrôle qui correspond au trait noir. Et puis, aucun effet chez les enfants avec une hypoplasie du ventricule gauche. Et donc, pourquoi? Et donc, je vais revenir sur ce que je vous ai dit. Donc, l'étude précédente était une étude au niveau du 3e trimestre. Et donc, potentiellement, il y aurait peut-être une fenêtre thérapeutique où cela fonctionnerait peut-être mieux à une période donnée par rapport à une autre. Et donc, ici, une étude similaire sur une population d'enfants avec une hypoplasie du ventricule gauche, où sur la gauche, il s'agit de la représentation de l'index de pulsatilité de l'artère cérébrale moyenne chez un groupe contrôle, et ici, chez un groupe avec hyperoxygénation maternelle. Donc, une hyperoxygénation maternelle qui est faite de la 20e semaine d'aménorrhée jusqu'à la fin de grossesse. Et ce que l'on peut bien observer, par exemple, sur ce groupe contrôle, on voit que dès la fin du 2e trimestre, début du 3e trimestre de grossesse, là, on rentre dans la phase où le cerveau a réellement besoin de grossir de manière importante et où ses besoins en oxygène sont importants, on voit que l'index de pulsatilité va complètement chuter, donc à une vasodilatation cérébrale importante. Et ce qui est constaté sur le groupe d'enfants avec hyperoxygénation maternelle, on voit que cette pente est moins importante, avec potentiellement un effet qui est assez efficace entre la fin du 2e trimestre et le début du 3e trimestre. Donc, ce qui pourrait avoir comme explication le fait que l'étude précédente ne montrait aucun effet au niveau de ce fameux brain sparring pour le groupe d'enfants avec une hypoplasie du ventricule gauche. Et ici, c'est complètement la même chose et je trouve que c'est encore plus représentatif. Ça correspond juste au Z-score de l'index de pulsatilité. Donc, une fois qu'on a évoqué la thérapie, donc l'hyperoxygénation maternelle, on peut évoquer également le bénéfice potentiel de la progestérone dès la période anténatale. Actuellement, il n'y a pas d'études, en tout cas sur les enfants avec une cardiopathie congénitale. C'est principalement des études sur un modèle animal, mais des études qui sont assez prometteuses, car elles ont déjà démontré qu'il y avait une diminution de la perte de la substance blanche, une augmentation du recrutement des oligodendrocytes matures, une augmentation des protéines d'expression de la myéline, et puis même une certaine expression phénotypique, qui vaut ce qui vaut, en tout cas chez le rat, avec une augmentation de meilleurs scores, en tout cas pour les scores de coordination et moteur. Et tout cela sous-tendu par des mécanismes qui ont été démontrés avec une augmentation du niveau de protéines anti-inflammatoires de la microglue. Et au vu de ces constatations, bien évidemment, il y a un essai randomisé contrôlé qui a été effectué. Et je vous en parle pourquoi? Parce que globalement, normalement, on devrait avoir les premiers résultats de cette étude avec un outcome neurodéveloppemental avec le Bayley Scale, une évaluation à 18 mois.
Et donc, on attend cette étude avec, les résultats de cette étude avec impatience. Concernant les thérapies autour de la chirurgie cardiaque, la première que je vais évoquer, bien évidemment, ça va être les corticoïdes durant la CEC. Donc, il y a pas mal de littérature là-dessus, avec globalement deux groupes. Ceux qui pensent qu'il faut que ça fonctionne, ceux qui pensent que ça ne fonctionne pas, mais avec des études de qualité vraiment très disparates. Et donc, je voulais vous présenter cette étude. C'est un essai randomisé contrôlé qui est très bien mené, mais qui malheureusement, avec une perte de vue assez important, aboutit seulement à une comparaison de 61 patients contre 68 contrôles. Et donc, sur l'évaluation à 1 an avec le Bayley Scale, il ne montre aucun effet ni sur la cognition, ni sur le langage, ni sur la fonction motrice. Mais ce n'est pas parce qu'il ne montre pas d'effet qu'il n'y a forcément pas d'effet sur les outcomes neurodéveloppementaux à plus long terme, notamment sur des sous-domaines plus spécifiques plus tard. Donc, c'est une thérapie tout de même à garder en tête. Concernant l'érythropoïétine, l'érythropoïétine est déjà démontrée comme assez efficace, en tout cas chez les enfants prématurés. Ça a été démontré comme permettant de diminuer les lésions hypoxiques ischémiques. Il y a un effet antioxydant et anti-inflammatoire et qui a un effet potentialisant, en tout cas la neurogénèse et l'angiogénèse. Et donc, sur cette méta-analyse effectuée sur une population de prématurés, et pourquoi est-ce que j'évoque les prématurés? Parce qu'on avait déjà évoqué la semaine dernière ces lésions, les lésions des enfants avec cardiopathie congénitale cyanogène très proches des lésions de cette fameuse encéphalopathie du prématuré. Et donc, on voit que chez le prématuré, l'utilisation de l'érythropoïétine permet de diminuer de 2 fois le risque de développement de déficit intellectuel sévère à l'âge de 2 ans. Et donc, bien évidemment, à partir de cette constatation, on essaye de faire la même étude chez les enfants avec une cardiopathie congénitale. Et donc, c'est ce qui a été fait il y a quelques années de cela, mais malheureusement, avec un essai aboutissant à réellement un très faible échantillon de patients à comparer. Et donc, bien évidemment, la conclusion était qu'il n'y avait pas d'effet mis en évidence, mais probablement pas assez de puissance et toujours la même question, peut-être des effets à plus long terme non démontrés actuellement. Concernant l'utilisation d'une autre molécule qui est l'allopurinol, pourquoi l'allopurinol? Parce qu'il ça a été montré comme inhibant le développement de radicaux libres qui vont faire une interaction avec l'ADN et donc engendrer une proportion d'apoptose plus importante. Eh bien, il y a eu une étude qui a été publiée il y a quelques années sur les patients avec une hypoplasie du ventricule gauche. Et donc, sur cette étude, les outcomes étudiés étaient l'apparition de crises convulsives post-opératoires et puis des outcomes sur le plan cardiaque avec des événements cardiaques type arrêt cardio-respiratoire ou défibrillation. Et donc, ils ont réussi à montrer une différence entre le groupe allopurinol et le groupe contrôle, une différence sur l'apparition des crises convulsives. Et les crises convulsives, qui, je vous le rappelle, est un facteur, une covariable associée à des moins bons scores neurodéveloppementaux à long terme. Et puis, ils ont aussi réussi à montrer globalement une différence sur le plan global, donc aussi bien donc, sur les crises convulsives, le coma et les événements cardiaques, qui fait que cela aboutit à une période d'hospitalisation en réanimation moins importante. Et donc, je vous le rappelle, l'hospitalisation en réanimation est également associée à de meilleurs scores sur le plan neurodéveloppemental. Mais le gros problème de cette étude, c'est que c'est globalement des comparaisons univariées avec des comparaisons multiples et probablement un effet de confusion qui est un biais de confusion qui n'est pas pris en compte et l'inflation du risque alpha qui n'est pas non plus pris en compte. Donc, peut-être une tendance, mais vraiment à confirmer. Et donc, c'est ce que va chercher à faire l'équipe donc des Pays-Bas avec un essai randomisé contrôlé qui a été débuté en janvier 2020 et qui devrait terminer en juin 2023. Et ce qui est intéressant, c'est que cette équipe va non seulement essayer d'évaluer les atteintes neurodéveloppementales, mais va essayer aussi d'évaluer sur des outcomes intermédiaires comme la diminution des lésions à l'IRM, la diminution de taux de crise convulsive et également par rapport à la gestion de l'hypoxie post-opératoire.
Enfin, je vais vous évoquer le contrôle glycémique strict. Comme vous le savez, l'hypoglycémie néonatale est associée à des atteintes neurodéveloppementales sévères, et ça a été démontré depuis des années, mais également l'hyperglycémie est associée à une cascade d'apoptose secondaire à la microglie un peu plus importante. Et donc, l'idée qui a été faite par des néonates a été de dire, si l'on fait un contrôle glycémique strict pour ces enfants nés prématurément, est-ce qu'il y aura une amélioration pour les atteintes neurodéveloppementales constatées à 2 ans, à 3 ans, etc. Et donc, en effet, sur cette étude, c'est ce qui a été constaté avec de meilleurs scores, en tout cas pour la coordination motrice et pour la flexibilité mentale pour ce groupe d'enfants nés avec une extrême prématurité. Et donc, toujours dans la même logique, en se disant que les prématurités ont des lésions similaires aux enfants avec cardiopathie congénitale cyanogène, eh bien, il y a eu un essai randomisé contrôlé qui a évalué la même chose. Malheureusement, avec des résultats un petit peu décevants, en tout cas pour l'outcome à 1 an, et de la même manière, avec l'outcome à 3 ans, aucune différence significative démontrée, mais avec une proportion de perdu de vue tout de même assez importante. Enfin, deux petites molécules que j'aimerais quand même évoquer parce qu'elles paraissent prometteuses, mais sans aucune démonstration, en tout cas pour le moment. C'est le topiramate en prophylaxie ou en traitement, qui est déjà utilisé comme anticonvulsivant et qui a montré une certaine efficacité, en tout cas chez les prématurés. À l'heure d'aujourd'hui, aucune étude chez les enfants avec cardiopathie congénitale. Donc, toujours dans la même logique, est-ce que ça peut potentiellement diminuer les crises convulsives dans le périopératoire et avoir une sorte d'effet, entre guillemets, protecteur? Et puis, l'utilisation de la dexméthomidine qui est un agent anesthésiant, qui est déjà utilisé et qui a montré une nette diminution des biomarqueurs de lésions neuronales à travers la fameuse protéine S100-bêta, et sur des études animales où on montre très bien les lésions de moelle sans dexméthomidine versus dexméthomidine. Donc, de potentielles pistes à explorer plus tard. Concernant le post-opératoire et la neuroprotection, y a-t-il un rôle des hormones thyroïdiennes? Ce qui a déjà été montré, c'est que l'hypothyroïdie est associée à une atteinte neurodéveloppementale tardive et que même l'hypothyroïdie transitoire peut avoir des conséquences potentielles sur le neurodéveloppement à long terme. Et ce qui est démontré, c'est que plus le temps de CEC est important, plus c'est associé à un taux de triiodothyronine faible. Et donc, l'idée est de se dire, si ces enfants-là vont expérimenter l'hypothyroïdie, même transitoire, est-ce que cela a un impact sur leur neurodéveloppement? Et donc, ce qui a été effectué dans cette étude, c'est une méta-analyse montrant l'effet en fait, du contrôle thyroïdien strict sur l'utilisation d'inotropes et notamment sur la durée d'hospitalisation en réanimation. Et ça a été démontré de manière assez intéressante que ça permettait, donc le contrôle thyroïdien strict permettait une diminution d'utilisation des inotropes et donc par conséquent moins de durée d'hospitalisation en réanimation. Et donc potentiellement cet effet intermédiaire permettant peut-être d'aboutir à de meilleurs scores neurodéveloppementaux. Malheureusement, une seule étude publiée, avec un très faible effectif, évaluant les atteintes neurodéveloppementales à 10 ans, et puis ne montrant aucune différence significative comme attendu.